Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest et les autres régions sinistrées. Le journal pose la question. D'après la dernière tournée que le ministre Paul Tasson vient d'effectuer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui s'inscrit évidemment dans le processus d'implémentation des résolutions du Grand Dialogue National, les autres régions retenues attendent en rongeant leurs freins. Par exemple, le cas de l'extrême nord où des élites indique que l'extrême nord a tout aussi été dévasté par Boko Haram que le nord-ouest et le sud-ouest. Mais qu'attend-on pour démarrer la reconstruction de l'extrême nord, indiquant surtout que ce ne sont pas les fils du nord de l'extrême nord qui ont détruit leur région, contrairement au nord-ouest et au sud-ouest, où ce sont les propres fils qui ont décidé de mettre à sac leur région. Toujours à une du quotidien, La Nouvelle Expression, on parle de Covid-19 et l'économie. La BAD annonce des perspectives sombres pour les pays africains. Le récent rapport de l'institution démontre que les pays africains vont affronter des jours difficiles sur les envois de la diaspora du fait des ravages du coronavirus à travers le monde. Le journal évoque dans ce rapport de la BAD aussi la croissance de la pauvreté qui va s'accroître évidemment et surtout aussi le taux d'inflation dans les marchés, sans oublier aussi la perte de près de 30 millions d'emplois, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle aussi de la mort subite du Premier ministre ivoirien Amadou Ngon Coulibaly, qui était l'un des sérieux prétendants à la présidentielle d'octobre 2020 pour remplacer Ouattara, s'est effondré en plein conseil des ministres, foudroyé par un malaise. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression, qui parle aussi de la succession Paul Sopor-Priso, une mise au point sur 2 fausses procurations en circulation dans la gestion de l'Iman, patrimoine du défunt milliardaire de Bonapriso. Et puis on poursuit la revue de presse avec le quotidien Mutation qui met en sa une Chan 2021, tour de chauffe. L'entraîneur principal des Lions A-Prime, Clément Arougaï, le directeur technique national, ne s'entendent pas sur les modalités de la reprise de la préparation à 6 mois du coup d'envoi de la compétition. Ces mésententes pourraient évidemment compromettre les chances de Cameroun de remporter ce trophée à domicile. Le journal parle aussi du rendez-vous d'ici août, 6 août 2020, le Conseil supérieur de la magistrature qui va se réunir, et le journal aussi revient sur le diagnostic de la BAD concernant l'économie, le Covid-19. Le quotidien Le Messager met en sa une décentralisation Ilanga Obam sur un volcan. Ilanga Obam, Georges Ilanga Obam, c'est le ministre de la décentralisation et du développement local, face aux mensonges du gouvernement au sujet du transfert effectif des compétences et des dotations budgétaires. Les maires craignent pour la stabilité du pays. Le journal parle aussi du Conseil supérieur de la magistrature qui se réunit donc le 6 août, évidemment sous la présidence, passez-moi le mot, sous la présidence de son président, Paul Biya, qui est donc le patron de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature. Le quotidien Le Jour met en sa une le calvaire des 161 détenus de la mutinerie de Kondengui. Ils ont été condamnés en septembre 2019, ont fait appel, mais la procédure reste bloquée. Et il faut signaler que parmi ces détenus figurent les militants du MRC, dont l'un des premiers vice-présidents, Mamadou Yakouba Mota. Le journal parle aussi d'enseignement avec la mauvaise leçon d'histoire. Pourquoi les contenus de cette discipline enseignés aux jeunes Camerounais sont inadaptés? Le journal pose donc la question au moment où le Cameroun et le monde entier chacun en train de se réapproprier son histoire. Tribune d'Afrique, lutte contre le Covid-19 pour la Tanzanie. Exact, la riposte de Paul Biya. Vous lirez donc l'éditorial de Faustin Dikam qui s'interroge aussi sur où en est-on avec l'enquête de Samuel Ouazizi après l'annonce faite par le président de la République. L'opinion et la famille attendent toujours les conclusions de cette enquête. Où en est-on? C'est donc la question que pose le journal au quotidien L'économie. Il parle de coronavirus, la contribution du Cameroun au fonds de l'Union africaine, suivant le ministère des Relations extérieures. Cette action participe non seulement à l'élan de solidarité africaine, mais aussi au rayonnement du pays au sein de cette institution. Le journal Kalara, spécialisé dans les affaires judiciaires, parle d'acquittement. Jean-William Solo, l'ancien directeur général de Camwater, gagne son premier procès
au TCS. L'ancien DG de Camwater a été accusé d'un détournement de 156 millions de francs CFA pour un marché attribué à une entreprise française. Le tribunal juge que l'infraction n'est pas constituée. Explication que vous trouverez dans les colonnes de Kalara, notamment en page 4. Le journal parle aussi de roubladise, la vraie fausse incarcération de Roger Chantal Tulé à Konegui. Le directeur de publication du périodique La Tribune de l'Est a trompé l'opinion publique à propos d'une affaire l'opposant au directeur général de la CNPS, Olivier Noël Mekoundou Akame. Le journal vous balade donc dans cette enquête en page 3. Et puis, le journal satirique Le Popoli parle de négociations sur la crise anglophone, ombre et lumière d'un démenti. En fait, négociation, on voit donc sur cette caricature 3 ministres de la République. À l'extrême gauche, c'est Paul Atangandi de l'administration territoriale, écrit Paul Atango. Et au milieu, c'est René Emmanuel Sadik, écrit le journal, faisant référence au ministre de la Communication René Emmanuel Sadik. Et enfin, Jacques Fameux, pour parler ici du ministre d'État, Jacques Fameux-Ndongo, qui est par ailleurs secrétaire national à la communication pour le RDPC. Prévoyance sociale, Paul Biya revalorise les pensions. Un décret du président de la République signé hier augmente de 20% les droits payés par la Caisse nationale de prévoyance sociale aux bénéficiaires des pensions vieillesse, invalidité et décès ou à leurs ayants droit. Éco-Matin, revenus pétroliers, grands écarts entre les chiffres du gouvernement, la SNH et Jeune Afrique. En tout cas, le journal indique donc que le chiffre d'affaires de la Société nationale des hydrocarbures avancé par ces différentes sources pour les exercices 2017-2018 présente de grandes disparités qui se chiffrent évidemment en termes de milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui se passe donc dans les comptes de la SNH? Où est donc la vérité? Vous lirez dans les colonnes du journal Éco-Matin. C'était tout pour la revue de presse. Place à présent avec nos invités du jeudi que vous connaissez tous bien. Camille Némé, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, qui est particulièrement content de m'avoir donné l'opinion pour la première fois ce matin. Je n'en dirai pas plus, il sait de quoi il est question. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision de la revue des grandes unes. Mais avant ça, le doyen, vous êtes tout clinquant ce matin, noir. C'est peut-être parce que je suis pas en très bonne santé ces derniers temps. Et puis vous savez, le noir, ça entretient la chaleur. Ah d'accord. Bon, sur l'actualité qui vous a marqué. L'actualité qui m'a marqué, vous imaginez bien, c'est cette assourdissante cabale qui fait rage aussi bien dans les réseaux sociaux que dans la plupart des journaux paraissant du côté de Yaoundé. Vous savez, dans les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est des injures d'un côté et de l'autre côté, c'est des propos laudatifs. Et de l'autre côté, il y en a qui trouvent le moyen maintenant de chercher à régler leur compte. Et au bout de compte, et dans tout cela, c'est le peuple Béti, c'est la communauté Béti qui est déchiré et qui se sent déchiré et qui ne sait plus quoi faire et qui bien évidemment provoque des grincements, des ricanements de toute la communauté nationale. Mais seulement, ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est cette manœuvre entreprise par le ministre Grégoire Rouna à travers des tweets, à travers des articles publiés aussi bien dans Facebook que dans Twitter, qui appellent les uns et les autres à se ressaisir, à faire tout pour tasser cette histoire-là, que ça n'aille pas plus loin. Mais j'ai l'impression que sa voix n'est pas très entendue. Peut-être que c'est parce qu'il n'est qu'un Béti lambda, un Béti de base, comme je l'ai défini lui-même. Et moi, je pense que les efforts que déploie le ministre Grégoire Rouna pour essayer de ramener les uns et les autres à la raison, de ne plus exposer davantage la communauté Béti dans les médias et dans les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'elle est loin. Il faut bien qu'on arrête ça parce que, franchement, c'est tout simplement saumâtre ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. Il faut apprendre à laver les linges sales en famille. Voilà. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour, Jean-Paul Chouniat de la Voix de l'Est et bonjour, doyen. Vous êtes dans un somptueux tissu pagne. Ah, merci. Jaune canari. Voilà. Allez-y, Guy. Alors, non, je dirais que... Mais sauf que vous avez oublié le chapeau. Oui, c'était pas pour aujourd'hui. Ce
sera certainement la prochaine fois. Allez-y, Guillaume Non, Fongan. je voulais dire que contrairement au doyen, moi j'ai été plutôt marqué par une actualité beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire que cette semaine, finalement, le projet de loi qui devait régir les actions culturelles a été adopté. C'est passé en force au Parlement L'Assemblée nationale. Et le Sénat aussi a entériné. Alors que les artistes se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à ce projet de loi qui devait régir les associations culturelles, les activités culturelles. Et cet homme, du moins ce n'est plus un projet, c'est une loi liberticide qui nous fait reculer de moins 50 ans, parce qu'aujourd'hui, il est quand même incongru de penser que le gouvernement va donner un statut aux associations culturelles, aux associations d'artistes, alors que les artistes eux-mêmes n'ont pas de statut. Il est incongru de penser que le gouvernement veut réguler une industrie culturelle qui n'existe même pas, parce que si vous demandez comment est-ce qu'on forme les musiciens au Cameroun, il n'y a aucun conservatoire. Est-ce que cette loi, ce n'est pas un début? Ce n'est pas un début. Les artistes se battent comme ils peuvent pour... Ils vendent eux-mêmes parfois leur CD dans les rues. Pour exceller. Il n'y a aucun encadrement, il n'y a aucune structure gouvernementale qui est mise en place pour encadrer et structurer et organiser l'activité culturelle au Cameroun. Et donc là, on a le regret, malgré le plaidoyer brillant du PCN à travers Cabral Libier et l'honorable Ngoïsi, malgré la levée de bouclier du SGF avec Joshua Oshi et l'UDC, le projet de loi est quand même passé. On avait espéré que pour une fois, on aurait un parlement qui soit moins autiste et qui écoute ce cri du cœur des artistes. Vous pensez que ça ne devait pas passer face à la majorité obèse du RDPC? Oui, sauf que pour une fois, on avait là un sujet en débat qui n'intègre aucun clivage politique, mais qui, pour cette fois, devait fédérer tout le monde. On parle quand même de notre culture, notre identité, tout ce que nous avons de vrai, tout ce que nous avons d'unique, qui ne nous sépare pas, mais sauf que là... Et bon, j'ai encore espoir, parce qu'aujourd'hui les artistes sont en train de faire du lobbying, dans l'espoir que le dernier palier, c'est-à-dire le président de la République, ne va pas promulguer cette loi-là, et qu'elle sera rejetée, parce que les artistes en ce moment souffrent le martyre et on est en train d'enfermer la créativité et le génie culturel dans des régions et dans les arrondissements. C'est tout à fait incroyable et incompréhensible. Et ça donne l'occasion de peut-être brûler un cierge pour une autre artiste qui va être enterrée ce week-end. Nous avons tous aimé les chansons de Maman Guéa La Route. Soleil de décembre. Sa levée de corps aura lieu demain, donc c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir une pensée, de rendre hommage et nous allons continuer d'aimer ces chansons, de danser sur ces chansons, et merci pour tous ces bons moments que nous ont procurés. Merci. Repos éternel à elle. Merci Guerbe Fongan. Camille Nélé, cette une du quotidien La Nouvelle Expression, reconstruction du NOZO, les autres régions sinistrées. Le journal pose la question. Il y a des voix qui s'élèvent, par exemple l'extrême nord, pour indiquer que l'extrême nord, c'est une région que vous avez d'ailleurs fait, Camille Nélé. Que je connais très bien. Voilà, qui est tout aussi dévastée. Pourquoi avoir... Ou alors pourquoi est-ce que selon vous cette revendication est-elle fondée au moment où on lance la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest pour les autres régions? Si j'étais le rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, j'aurais titré et les autres régions sinistrées alors. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit M. Paul Tasson qui est descendu, qui est en train de faire une visite de prospection au niveau des régions du sud-ouest et du nord-ouest, de tâter le terrain, rencontrer les gens, et en prélude justement à cette reconstruction. Et c'est peut-être certainement légitimement que certaines élites du Grand Nord, notamment de l'extrême Nord, se pose la question de savoir, mais alors, si on reconstruit le NOZO, alors que ce sont les fils du NOZO eux-mêmes qui ont mis le NOZO à feu et à sang, et que fait-on donc de l'extrême nord, qui est mis à feu et à sang par des hordes venues du Nigeria et d'ailleurs. Bon, la question est qui a aussi été déclarée une zone économiquement sinistrée. Mais absolument sinistrée, elle était même sinistrée avant même le NOZO, parce que vous savez très bien que Boko Haram sévit dans l'extrême nord depuis 2012, donc ça ne date pas d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Et la question est pertinente. Elle est pertinente, mais moi j'ai l'impression qu'il faut que les gens comprennent que le gouvernement s'est tourné en premier vers le NOZO, tout simplement parce que cette question en fait partie du grand dialogue national. Parce qu'on avait parlé de cela, c'était dans l'ordre du jour, ça a été discuté et on n'avait malheureusement pas pensé justement à l'extrême nord qui était encore plus sinistré que le Grand Nord. Que le Grand Nord. Et aujourd'hui, donc, que les élites se posent cette question en se grattant la tête et en se demandant, mais que fait donc le gouvernement? Le gouvernement tourne-t-il pudiquement les yeux sur les exactions et surtout sur la dévastation de l'extrême nord, alors que du côté du NOZO, des armes à feu crépitent encore, les populations sont complètement sont toujours sous la menace des groupes armés. Et la question mérite bien sa place. Bon, maintenant, je crois que la seule chose à faire, c'est maintenant de se tourner vers le gouvernement qui estime certainement qui est souverain pour établir ses priorités. Est-ce que par ordre de priorité, est-ce que le fait aussi que la zone est menacée de sécession, est-ce que ce n'est pas la préservation de l'unité nationale qui a certainement motivé le gouvernement à commencer par là? Tout à fait cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, parce qu'avec cette menace de sécession, il y a des moments où je rigole, vraiment à gorge déployée, quand j'entends certaines personnes sympathisantes de la sécession du côté du NOZO dire que oui, mais écoutez, vous savez, alors que ces personnes savent très bien que le véritable leitmotiv des combattants du NOZO, c'est la partition du Cameroun, la création de l'État de l'Ambazonie. C'est-à-dire, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Et je pense que le gouvernement a mis cela en priorité parce qu'il estime qu'il faut d'abord préserver l'intégrité nationale, il faut d'abord préserver l'intégrité de nos frontières, assurer la sécurité de ce côté-là. Regardez, j'ai entendu encore hier soir quelqu'un qui est en train de dire que non, l'une des premières conditions, c'est d'abord de démilitariser, d'enlever tous les militaires de la route et tout cela. C'est tout simplement surréaliste. On a vu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé au Mali et dans d'autres pays. On a vu comment ça se passe même en Ituri, en RDC, où là, parce que l'armée n'est pas dans certaines régions, on voit tout simplement des commandants de zone, des commandants autoproclamés qui mettent tout simplement les populations dans un état. Donc, je pense que le gouvernement a établi comme première priorité d'abord essayer de maintenir le NOZO dans son giron et maintenant de le reconstruire. Il est vrai que le danger demeure toujours grand de voir ce que l'on va reconstruire être détruit le lendemain. Mais moi je pense qu'avec de la... Il faut donner des signaux dans tous les cas. Tout à fait. Guy Hervé Fongan, il faut indiquer que dans cette reconstruction, d'autres régions qui revendiquent, il y a des régions qui ont subi le contre-coup de cette crise anglophone. Quand vous prenez dans le littoral de la bande de la plaine de Mungo jusqu'à Sanchou, à l'ouest avec Babadjou, Galim et même jusqu'au Noun, où il y a des villes qui sont régulièrement, qui font régulièrement l'objet des attaques des bandes armées. Je prends le cas du village Bangourin où des habitations ont été complètement rasées régulièrement. Est-ce que l'indignation des élites de ces localités aussi, elle est toute fondée? Je voudrais féliciter le doyen David Noho pour cette une-là qui est très actuelle. Sauf que si on s'était vu avant, si on s'était parlé avant, je lui aurais dit que le Cameroun est complètement sinistré. C'est-à-dire que c'est un pays totalement sinistré et qui est un... Non, il évoque aussi beaucoup d'autres... Non, c'est le Cameroun qui est sinistré. Voilà, le Cameroun de l'est à l'ouest, voilà, du nord au sud. L'est, la Damawa. Donc de l'est à l'ouest, le Cameroun est totalement sinistré. Totalement sinistré, il faut avoir le courage et la froideur de le dire. Simplement parce que... Et je comprends très bien cette citraille. Parce que voyez-vous, quand vous avez un parent qui est irresponsable, qui a complètement démissionné et qui n'est pas toujours conscient de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ses enfants. Alors très souvent, c'est l'enfant qui a des fois la capacité, le courage de revendiquer un certain nombre de choses que le parent écoute. Donc si les autres enfants très souvent sont un peu amorphes et apathiques, on a des fois l'impression que le parent ne l'écoute pas. C'est exactement le même cas de figure. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est totalement sinistré, mais il se trouve que c'est pas le hasard des choses, c'est le NOZO qui
parle le plus fort et qui revendique un certain nombre de choses. Pour vous, le Nozo ne peut pas être la priorité? Non, si. Non, je veux dire que nos autres devraient peut-être être la priorité, mais sauf que le Cameroun est totalement sinistré. Mais il faut bien commencer quelque part, de l'Est au Nord au Sud. Sauf que là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a plus ou moins acté la mauvaise foi du régime en place. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, on brandit l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue National. Or, j'étais de ceux qui étaient montés au créneau à l'époque pour dire qu'on aurait dû aller au Grand Dialogue avec aux sorties du Grand Dialogue avec des recommandations fermes, avec application immédiate, et non des propositions qui allaient encore passer par des... pour un arbitrage. Pour un arbitrage, après, on a perdu beaucoup de temps inutilement. Donc, on serait sorti du Grand Dialogue avec des recommandations fermes, avec application immédiate. Sauf qu'il se trouve que même le statut spécial dont on parle s'apparente aujourd'hui à une coquille vide, à un contenant sans contenu, parce qu'on ne voit vraiment pas on ne voit vraiment pas ce qu'on met dans cette carapace-là. Et vous faites bien. Aujourd'hui, les dégâts collatéraux produits par la crise anglophone se répercutent jusque dans le littoral profond, la région de Mungo, que je connais personnellement pour être né et avoir grandi là-bas, est une région totalement sinistrée qui aujourd'hui subit de manière douloureuse les dégâts collatéraux de cette crise anglophone-là. La ville est devenue quasiment invivable là-bas, parce que je veux dire qu'au-delà de l'insécurité des biens et des personnes, il se trouve même que les populations là-bas vivent la peur au ventre. Et des gens ont du mal même à sortir de chez eux. Ceux qui, par exemple, avaient pour activité quotidienne, vous savez que c'est une ville qui est très agricole. Tout à fait. Aujourd'hui, les gens ne vont plus même... Donc, en tout cas, même à l'ouest, vous avez des gens qui ne vont plus... tout ça. Ne vont plus à leurs occupations parce qu'ils sont sinistrés, ils ont tout perdu. Donc, en tout cas, il faut faire quelque chose. Du fait des dégâts contre la crise anglophone, mais simplement parce qu'il faut peut-être qu'il y ait une repartition plus intelligente et que le gouvernement prenne ses responsabilités et que à la vérité, il faut dire que c'est le pays qui est sinistré, on devrait pouvoir regarder les choses. On a beaucoup de sujets, Guy Hervé Fonga. Voilà. Oui, juste un mot, on sort de ce sujet. Guy Hervé Fonga me fait pousser un soupir de lassitude quand il caricature les problèmes du pays en termes d'enfants qui sont... oui, quand un parent abandonné. Qui se sentirait abandonné et que seul le plus turbulent... pour obtenir ce qu'il veut. Pour obtenir ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est de couper la maison, un cinquième de la maison pour garder pour lui. Pas pour être dans la maison, mais de quitter la maison. Et vous pensez que ce père, quel que soit son degré de responsabilité, il va laisser que parce qu'il y a un enfant turbulent qui dit que... Bon, il lui dira d'aller construire sa maison ailleurs. Tout simplement. C'est pour ça que moi je dis que c'est de la caricature. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une situation de guerre civile. Il y a des gens qui ont pris les armes, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils veulent couper une partie du Cameroun pour en faire leur pays. Et vous voulez que le Cameroun fasse comment? Il réagit d'abord, il essaie de préserver. Et maintenant, quand on voit que ce sont les enfants de ce propre pays qui brûlent leurs propres frères, qui brûlent des sociétés qui donnaient des emplois aux leurs, et vous allez encore leur trouver des circonstances atténuantes. Non, moi je pense que le problème est beaucoup plus grave que cela. On ne peut pas le réduire à des caricatures de cette nature-là. C'est compris, Camille. Camille, vous gardez la parole. On parle de ce rapport de la BAD qui évoque le quotidien Mutation et le quotidien La Nouvelle Expression. La BAD annonce des perspectives très sombres pour les pays d'Afrique, avec une pauvreté croissante, des pertes d'emplois, un taux d'inflation, j'allais dire, extraordinaire. Vous, comment, d'accord avec ce rapport de la BAD? Vous savez, toutes ces organisations internationales ont toujours un regard pessimiste sur l'Afrique. Ces régions se disent que l'Afrique va avoir le plus de monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'Afrique va connaître des difficultés économiques tout simplement parce que ces institutions internationales ont tout fait pour que l'Afrique dépende justement de l'Occident. Même la BAD qui est la banque pour l'Afrique, et la banque de l'Afrique et pour l'Afrique. Oui, mais moi je suis en train de dire que la BAD même pour l'Afrique, la BAD elle-même, quand elle jette ce regard-là, c'est peut-être une sonnette d'alarme qu'elle tire et à appeler les États africains à essayer de revoir leur politique interne. J'ai vu un reportage extraordinaire hier
Equinox avec ses vendeuses de tomates et ses producteurs de tomates qui sont en train de pleurer en se disant que j'ai une plantation qui a donné énormément, j'attendais des choses, mais la tomate, le prix est tombé tellement bas, les gens ne veulent pas acheter, je me retrouve dans une situation où je perds. Il y a même certains qui se sont suicidés à l'ouest. Hein, alors, si c'est sur le plan économique, effectivement, des jours sombres nous attendent. Il appartiendra au gouvernement, il appartiendra aux opérateurs économiques, il appartiendra aux intellectuels qui ne doivent pas seulement être là pour contester, mais pour dire que essayons de trouver des solutions endogènes pour que nos populations ne tombent pas justement dans le piège de ce Covid. En réalité, qui dévaste le monde entier, qui ne dévaste pas seulement des économies de l'Afrique, mais même de l'Europe, même des États-Unis, même de la Chine. Du monde. C'est le monde entier qui est touché. L'Afrique va être encore davantage tout simplement parce que... On avait déjà une économie fragile. Déjà fragile. Sauf si vous voulez intervenir, je voulais vous poser une autre question. D'accord. Oui, parce que ce qu'on relève, la BAD relève, là, c'est presque connu. Les organisations patronales ont longtemps épilogué là-dessus. Oui, mais la BAD enfonce une porte ouverte. Bon, voilà, la BAD enfonce une porte ouverte, raison pour laquelle je ne trouve plus nécessaire de vous poser la question. Guy Fongan, la une du quotidien, en petite une du quotidien Le Jour, qui parle de cette histoire qui est enseignée dans nos écoles, qui malheureusement n'est pas l'histoire des pays d'Afrique. C'est une problématique quand même importante. Comment on peut faire aujourd'hui pour corriger le tir? Le petit Africain connaît plus l'histoire de la France que l'histoire de l'Afrique ou l'histoire du Cameroun? Non, disons qu'avant d'y arriver, rapidement, peut-être deux phrases pour dire que, pour venir sur la BAD, c'est qu'à la vérité, nous savons tous que l'après-Covid sera difficile à gérer au regard de tout ce que ça a entraîné comme conséquence. Même la période Covid est déjà difficile à gérer. Voilà. Et maintenant, sauf que dans des pays sérieux, subventionnent leur agriculture. Et aujourd'hui, moi, je préfère voir le verre à moitié vide. Parce que la ménagère, parce qu'il faut dire aux gens quand même que... Mais on constate les ménagères jubilent quand même. Bien sûr, et il y a raison. Le SMIC, dans un pays où le SMIC coûte à peine 36 000 francs, où 80% de la population vit avec moins de 600 francs au quotidien, ou bien qu'il y a des gens pour qui la tomate, c'était un luxe. Aujourd'hui, dans les ménages classiques... La tomate est démocratisée. Voilà, aujourd'hui, l'essentiel des Camerounais, que la majorité des Camerounais peuvent manger la sauce tomate. Il y a 6 mois, c'était un luxe. Donc, il faut aussi voir, ça veut dire que le gouvernement devait prendre ses responsabilités et subventionner cette agriculture et améliorer la qualité de vie des populations. Puis, il y a une chose qu'il faut dire. Est-ce que vous savez que, donc pour revenir dans le Mungo, Djombe Pinja, tout à fait. L'essentiel de la banane qui est produite là-bas, en réalité, elle est exportée. Elle est exportée. La banane que nous mangeons, en réalité, c'est la banane qu'on avait prévue pour jeter. La banane même qui est... Les rebuts de banane. Les rebuts de banane. Dans la banane de qualité, les meilleures bananes vont à l'extérieur du pays. Au moins pour depuis 3 mois au moins, depuis 3 mois, on parvient à manger... De la bonne banane. La bonne banane. Donc c'est le bon côté des choses. Et donc en réalité, si le gouvernement aurait, à partir de du moins... de cette crise sanitaire, si de manière intelligente, peut activer des mécanismes qui permettront au moins à ce que dorénavant on puisse avoir ces choses-là à très vil prix, puisque la majorité des Camerounais, à moins de 75%, vivent, j'allais dire, difficilement et en moins de et sur le sujet que vous avez parlé. Bon, maintenant, sur les sujets dont on parlait, programmes d'histoire qui sont enseignés aux... Il faut dire que on n'a pas d'histoire parce que et les gens ont des fois l'impression que l'histoire a commencé avec... Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis à l'Assemblée nationale qui sont au Parlement, qui très souvent faisaient remarquer que quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, des fois, vous avez l'impression que l'histoire du Cameroun a commencé avec le président, pour lui dire qu'il n'y a rien eu avant lui. Donc, vous voyez ce type d'endoctrinement-là, ce nihilisme-là, ça contribue à tuer l'histoire. Ça contribue à tuer notre propre histoire. C'est encore hier que je regardais sur Equinox TV, après un excellent documentaire sur Oumoumié, où j'ai vu la veuve pleurer à chaudes larmes sur la tombe de son mari qui avait été assassiné, on connaît dans quelles conditions, et qui s'indignait de ce que notre vraie histoire, il faut qu'on l'enseigne. Son corps est resté à Conakry, le corps a disparu. Elle pleurait à chaudes larmes, elle disait que nos petits-enfants ne connaîtront pas cette histoire, il faut qu'on enseigne notre propre histoire. C'est dans notre histoire qu'on a présenté les Oumoumié, les Oumniobé, les Mounié, les Wandi, comme des maquisards. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui menaient des combats que certains... Des combats nobles pour l'émancipation
de l'Afrique et du Cameroun. Et vous voyez que ce glissement lexical contribue volontairement à noircir l'histoire, notre propre, non, même à enterrer notre histoire. Noircir notre propre histoire. Et on ne trahit pas un secret en disant que l'arbre ne peut s'élever qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière, c'est-à-dire notre propre histoire qui, malheureusement, on nous enseigne, quand nous étions plus jeunes, en première, troisième terminale, la prise de la Bastille, on nous enseigne comment le peuple français s'est libéré. Nulle part d'aucun de nos enseignements, on parle de nos héros qui ont combattu les Oumoumiers, les Oumiobe, etc., devaient être enseignés de manière courageuse à nos enfants qui doivent avoir des repères. L'histoire de ces héros devait être un bréviaire. Un bréviaire pour le Camerounais nouveau. Et même, on devrait voir ça même à travers les différents monuments qui peuplent nos grandes villes. Mais malheureusement, on a des... Ce n'est pas le cas. On a des lycées Leclerc, on n'a pas de lycée Moumi, on n'a pas de lycée Wandi. Tout ça participe j'allais dire de l'enterrement de notre propre histoire. Guy dans bientôt le gendarme, l'antenne va arriver. Donc c'est tout ça que je pose une seule question simple. À qui la faute? La faute à nos intellectuels, la faute à ce bataillon d'agrégés, de grands professeurs d'université qui enseignent l'histoire, mais qui ne pensent pas écrire l'histoire. L'histoire doit être écrite par des historiens. Ces historiens-là n'ont pas à célébrer des héros. Mais il y a quand même eu des auteurs qui ont écrit l'histoire du Cameroun et même de l'Afrique. Ces livres ont été carrément interdits quelquefois. Je ne sais pas, moi je m'en souviens pas. Non, mais ce que je veux dire, l'historien, c'est celui qui donne les faits. C'est ça, c'est fait. À célébrer des héros ou des martyrs ou des assassins d'un côté, à donner des faits, à donner des dates, à donner des lieux et à donner des circonstances. Il n'a pas fait de procès. Malheureusement, au Cameroun, personne ne le fait. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec une histoire tronquée, une histoire qui n'existe pas, une histoire qui devra être écrite par des gens qui n'ont pas suffisamment de recul nécessaire, comme ceux qui étaient là depuis 1960, 65, 70, 80. Moi, j'ai entendu un jour un professeur, un grand agrégé d'histoire, raconter des histoires faramineuses sur le maquis dans l'Ouest, alors que c'était absolument loin de la réalité. Donc, je pense que l'histoire, si l'histoire n'est pas enseignée dans nos universités, c'est parce qu'elle n'est pas écrite par nous. Non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je veux dire que j'ai la chance d'avoir côtoyé mon ancien doyen de la fac de lettres à l'université de Douala, le professeur Efou Ambozo. Oui. Il y a une série de livres sur l'histoire du Cameroun qui existent. Comment vous appelez Mongo Betty a produit une littérature abondante sur l'histoire du Cameroun, des choses ils ont écrit sur l'histoire du Cameroun. Mais malheureusement, ce n'est pas mis au programme. Sauf que ce n'est pas mis au programme et ce n'est pas de leur responsabilité. Le gouvernement qui refuse d'inscrire ça au programme scolaire et académique, ce n'est pas la faute aux intellectuels. Ils ont écrit beaucoup. Il y a toute une littérature grise sur l'histoire du Cameroun, mais qui n'est pas mis au programme de nos écoles universitaires. Ce n'est pas la faute aux intellectuels, la faute au gouvernement qui refuse de la mettre au programme. Merci, cher monsieur. Merci à Camille, merci à Camille Nélé, merci à Gervais Fongan. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Une fois de plus, restez scotchés sur Equinox Télévision. Le dernier numéro de la semaine, ce sera demain sur cette même antenne.